Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a fait le lancement de notre nouveau produit. Je suis complètement cramé, mais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte ce matin en discutant avec mon cofondateur qu'en fait il y a 4 mois on n'aurait jamais rêvé pouvoir aller à cette vitesse. Et qu'il y a 4 mois on regardait les startups américaines, on se disait ces mecs-là ils sont pas dans notre ligue. Et aujourd'hui je pense qu'on va à la vitesse des meilleures boîtes, voilà, du monde, à notre taille de boîte. Et j'avais envie de vous partager, de vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à atteindre ça. Pour information, donc on a refait tout notre produit de zéro. C'est un produit très complexe. On est capable d'indexer 800 000 projets sur GitHub in real time. On a refait tout notre design, toute la marque, toute l'expérience utilisateur, etc. Donc voilà, juste, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous allez voir le nouveau produit. Mais c'est assez massif ce qu'on a réussi à faire. Et c'est en prod avec des milliers de users. Donc c'est pas juste un truc que j'ai fait sur Lovable rapidement. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la partie comment est-ce que la partie management, c'est ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans la vidéo et c'est des choses que j'ai découvert ici et assez récemment. Tout ce que je vous partage, c'est des choses que j'ai découvert dans les 4 à 6 dernières semaines quasiment. Et la deuxième chose, c'est la partie produit, produit tech, comment coder avec des agents IA. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo avec mon cofondateur qui est beaucoup plus technique. Et je pense que vous allez kiffer. Alors, c'est quoi les 4 trucs que je veux vous partager? Un, c'est comment créer du momentum sans créer une pression arbitraire, de la deadline arbitraire. Je vais vous partager un peu de l'expérience là-dessus. C'est pareil, c'est un truc assez récent que j'arrive à bien faire. Deux, c'est mon process pour avoir une bonne vision qui fait que les gens ils perdent jamais le cap et ils savent pourquoi ils font ça et ça leur donne envie de se déchirer au quotidien. Parce que l'objectif, c'est que les gens donnent leur plein potentiel, hein. Troisième chose, c'est le focus. Comment est-ce que je crée un focus dans la boîte? En vous donnant des exemples très concrets. Ça, c'est un truc que j'ai fait très mal jusqu'à maintenant, même si tout le monde m'en parle. En fait, je n'avais pas compris ce que c'était le vrai focus. Et je pense que très peu de boîtes arrivent à le faire. Et enfin, vous expliquer comment vous engagez toute l'équipe sur un truc qui semble a priori impossible à faire. Et comment est-ce que vous faites que les gens se donnent jusqu'à la fin, avec notamment une stratégie secrète que j'appelle la stratégie de l'opt-out, que vous allez kiffer. J'aime bien utiliser ce mot. Et à la fin, je vous donnerai un petit tip sur le jour J, quand vous faites un lancement, il y a un truc qui foire dans tous les cas. Et je vais vous parler de la méthode que j'utilise, parce qu'on a fait plusieurs lancements dans le passé qui ont foiré dans l'équipe. Et maintenant, j'ai cette petite astuce qu'on a implémentée aujourd'hui qui a trop bien marché. C'est parti. Le momentum. En gros, les meilleures boîtes ici, et je l'ai compris, il faut arriver à créer du rythme. Les gens qui disent on peut avancer rapidement, sans objectif, etc., on va juste le plus vite qu'on peut, ça marche pas. Si vous vous donnez une semaine pour faire un truc ou si vous dites on le fait le plus vite possible, et bah, dans un cas, vous irez 3, 4, 5 fois plus doucement. Et je dis pas que vous allez faire moins de travail, c'est juste que quand vous créez du momentum et vous créez une barrière temporelle au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller, et ben en fait, les gens, ça les motive et ça les oblige à prendre des raccourcis et à faire des choses plus vite, à faire des choses mieux. Et c'est assez ouf. Le problème, c'est que souvent les gens font ce qu'on appelle des hard deadlines, donc vous voyez ce que je veux dire, des deadlines en fait arbitraires. C'est-à-dire, on doit sortir pour le 2 septembre. Mais en fait, ça marche une fois, vous dites on sort pour le 2 septembre, et puis après vous dites maintenant on va faire pour le 15 octobre. Et les gens ils vous disent mais pourquoi on prend cette date? Et en fait, ça c'est ce qui fait que vous démotivez l'équipe et que vous ne créez pas du momentum. Et en fait, ça c'est un peu ce que font tous les débutants. Ils donnent une date, ils disent qu'il faut s'y tenir, ça marche une fois, ça marche 2 fois, et après les gens ça les saoule. Et les profils seniors ils ont l'habitude de ça. Moi ce que je fais c'est que je crée une pression qui est liée à un vrai événement important pour la boîte. Donc là on a essayé d'organiser un hackathon open source et il fallait que notre produit soit prêt ce jour-là. Parce qu'en fait, on allait onboarder énormément de nouveaux utilisateurs. Et avec l'ancienne plateforme, ça aurait été pas possible de faire ce qu'on voulait faire. Et on l'a annoncé à notre communauté. Par contre, attention, quand vous créez cet événement lié à un événement, vous devez avoir le buy-in, donc l'accord de l'équipe. Et ça, je vous en parle en dernière partie. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc vraiment, prenez un événement qui n'est pas arbitraire, qui est rattaché à un vrai événement, à une vraie communication. Et c'est ce que faisait Steve Jobs avec ses annonces de lancement, en fait, avec ses keynotes, où les gens étaient obligés de se donner à fond pour que ça marche. C'est ce que fait Xavier Niel aussi en France. Souvent, il fait des keynotes et du coup, toute l'équipe est à fond parce qu'ils disent on ne peut pas laisser notre boss passer pour un con le jour J. Deuxième chose, le fait d'avoir une vision claire. Je me suis rendu compte que quand vous créez du momentum comme ça, en fait, les gens ils sont en sprint et ils ont besoin de savoir pourquoi ils bossent. Et en fait, moi, ce que je faisais avant, c'est que je faisais des présentations à l'équipe et je leur disais oui, voilà la vision de la boîte. Nous, par exemple, la vision de la boîte, c'est qu'on crée AI Native Collaboration, c'est-à-dire on veut créer la collaboration développeur-agent. En fait, aujourd'hui, il y a la collaboration dev to dev, donc développeur to développeur. Mais en fait, la collaboration développeur et agent, et développeur avec agent ou développeur avec agent, donc en fait, cette collaboration entre humains pour coder, où l'humain et l'IA se mélangent, ce qui n'est pas fait aujourd'hui sur GitHub. Aujourd'hui, sur GitHub, vous avez la collaboration entre deux devs. Et nous, en fait, on veut remplacer GitHub et créer cette AI Native Collaboration. Et on a pas mal d'étapes pour le faire. Et la première étape aujourd'hui, on le fait pour l'open source, parce que c'est ça notre stratégie d'attaque, c'est qu'on va aider des contributeurs à trouver un projet auquel ils peuvent contribuer
qui est un projet undiscovered, c'est-à-dire un projet qui est sous les radars. C'est ça notre première étape. Et après, on a plein d'autres étapes. Et ça, c'est dans notre document de vision. Et je vous ferai une vidéo là-dessus plus précise. Donc aujourd'hui, si vous êtes un contributeur qui veut trouver un projet open source pour faire votre portfolio, pour contribuer à des technologies que vous kiffez, etc., vous pouvez venir sur la plateforme et en fonction de votre profil, on vous fait une recommandation de projets qui cherchent des contributeurs et qui sont peu connus, mais qui sont en train de grandir hyper vite. Et si vous êtes un maintainer, donc quelqu'un qui gère un projet open source, eh ben on vous aide à trouver des contributeurs qui ont le profil parfait pour contribuer avec vous avec un score. Ça, c'est pareil, c'est nouveau et ça marche super. Donc ça, c'est notre première étape. Et on a notre grande vision et Native Collaboration. Et en fait, à terme, on va remplacer GitHub. Ça, comment est-ce qu'on a créé ce doc et cette vision? En fait, ce qu'on a fait avec mon cofondateur, c'est qu'on a fait des cycles d'itération sur c'est quoi notre vision du monde. Et déjà, on a commencé par se dire, OK, si demain on était à San Francisco et qu'on levait 100 millions, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Et en fait, ça vous permet de voir beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, souvent, on s'imagine des trucs avec ses moyens. Et quand on s'imagine avec la type des meilleurs ingés du monde à San Francisco avec 100 millions sur le compte, d'un coup, on est beaucoup plus ambitieux. Donc ça nous a permis d'avoir le courage d'accepter qu'on voulait remplacer GitHub et qu'on trouvait que le problème, c'était qu'en fait, aujourd'hui, personne n'était en train de créer des outils de collaboration. Les devs vont plus vite, mais ils ne collaborent pas. Parce que les solutions de collaboration aujourd'hui ne font pas le taf. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on a mis tout ça par écrit. On a bossé avec un coach. Une fois de plus, je ferai une vidéo détaillée, mais avec en gros, c'est quoi le problème du moment, pourquoi est-ce que ce problème il est maintenant et c'est quoi l'étape d'après. Pareil, je vous donnerai le framework. Ensuite, on l'a fait par écrit, on l'a partagé à la team par écrit et on leur a tous demandé de faire des commentaires par écrit sur ce document. C'est hyper important parce que si vous faites une presse, les gens ils retiennent 10% alors que s'ils lisent un document écrit précis et qu'ils doivent tous taper et poser des questions, là ils retiennent 80-90%. Et ensuite on a répondu à toutes les questions par écrit et à la fin, on s'est fait une session tous ensemble en live à une retraite. On a dit, OK, on va parler de cette vision, est-ce que vous avez encore des questions, etc. Et là, on a fait un moment tous ensemble à l'oral. Et en fait, ça a permis que les gens ont mémorisé. Et aujourd'hui, ils bossent et ils savent quelle est leur direction. Et en fait, vous ne pouvez pas délivrer hyper vite, hyper fort sur le long terme si les gens ne savent pas pourquoi ils se battent. Voilà, ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo plus détaillée là-dessus, mais c'est un truc qui est hyper important. Troisième chose, il faut que les gens travaillent sur un seul sujet par personne. Moi, j'avais tendance à faire des stratégies où je me disais, OK, on veut délivrer vite et en fait, machin va faire ça, ils vont bosser là-dessus, 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 là-dessus. Ce qu'on a fait là, c'est que chaque personne n'avait qu'une seule chose à faire. Donc, vous avez un ingénieur qui s'occupait de la data GitHub, j'avais un ingénieur qui s'occupait de l'algorithme, j'avais un ingénieur qui faisait l'endpoint, j'avais Emily qui s'occupait du hackathon et j'avais JB, donc qui est notre sales, qui s'occupait d'onboarder 100 nouveaux maintainers sur le produit. Ils n'avaient tous que ça à faire. Une seule chose par personne. Et en fait, c'est hyper violent. Mais quand vous savez que vous avez une seule chose à faire, vous avez une date pour la finir, et que vous faites ça jour et nuit, et que votre date se rapproche, et bien en fait, ça crée quelque chose de beaucoup plus fort. Si JB, par exemple notre sales, je lui avais dit tu dois onboarder 100 maintainers, et aussi tu dois signer des contrats, et aussi tu dois continuer à nous emmener du pipe pour des nouveaux contrats, et ben il n'aurait jamais réussi à atteindre son objectif. Alors que là, le mec, il a pensé qu'à ça pendant 3 semaines, et en plus, c'est une brute, et il a délivré comme un malade. Donc pareil, si vous voulez délivrer au standard des meilleures équipes du monde, une action par personne. Une action. Et c'est horrible parce que honnêtement, mon plan à la base, il avait genre 15 actions et à la fin, il avait plus qu'un item par personne. Honnêtement, j'ai supprimé 60% de ce que je voulais faire dans ces 6 semaines. Et je pense qu'on a délivré beaucoup plus parce qu'on a tous fait qu'une seule chose. Ensuite, il y a le commit de l'équipe. C'est la dernière étape. Comment est-ce que vous engagez les gens? Vous leur dites, OK, on crée un momentum, on dit, OK, on a cette date-là, on sait ce qu'on veut faire, on a une vision, donc on sait pourquoi on se bat, tout le monde a une chose à faire. Comment est-ce que vous faites que les gens ne disent pas, bah non, en fait, j'ai pas envie de le faire? Moi, j'utilise la technique de l'opt-out. C'est en fait, on s'est donné 6 semaines pour le faire avec cette communication avec ce hackathon, communiquer auprès de la communauté. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et chacun a dû poser par écrit ce qu'il voulait faire. J'ai refait une passe avec eux pour rendre ça plus ambitieux. Et ensuite, je leur ai dit, est-ce que vous pensez qu'on peut le faire en 6 semaines? Et tout le monde a dit oui. Donc, tout le monde s'est engagé sur un focus qui semblait… Ce que je dis, c'est possible mais ambitieux. C'est-à-dire, je dis aux gens, ça sert à rien de faire un truc qui est impossible à faire. Et par contre, il faut que ce soit ambitieux parce que sinon, les gens, ils ont tendance à faire un truc trop petit. Et on s'est donné une deadline et on s'est dit, on a 6 semaines pour le faire. Et au bout de 2 semaines, on avait la possibilité d'opt-out, de dire, en fait, on sait qu'on ne va pas le faire. C'est-à-dire que tout le monde savait qu'il avait 2 semaines pour savoir si en fait, ce qu'il voulait faire en 6 semaines, c'était possible. Du coup, tout le monde a commencé à délivrer. Et au bout de 2 semaines, on a fait un point avec l'équipe. On a dit, est-ce que vous vous sentez prêts pour qu'on atteigne l'objectif qu'on s'était fixé il y a 2 semaines pendant 4 semaines? Donc, c'était les 6 semaines. Et là, tout le monde a dit oui. Et là, on a dit maintenant, on se commit. Et maintenant, on communique auprès de notre communauté. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et en fait, cet opt-out, il permet de lever plein d'incertitudes qu'on a quand on fait le plan de départ.
Et c'est aussi cet opt-out qui fait que quand une semaine avant vous êtes au bord du pétage de câble parce que vous dites en fait on va jamais y arriver parce qu'il y a toujours plein de problèmes que vous n'aviez pas anticipé, vous avez qu'un truc à faire, vous savez que c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation, tout le monde se donne à fond. Alors que si c'est le CEO qui dit on va faire ça en 6 semaines, que les gens ne sont pas d'accord, ça marche pas. Et en fait avant j'avais tendance à faire ça. C'est-à-dire je faisais tout l'inverse de ce que je vous disais, j'avais une vision qui n'était pas claire, j'avais un momentum en fait que je créais mais qui était artificiel. Les gens ils avaient plusieurs tâches à faire et ils n'étaient pas onboardés. En fait les gens ils vont le faire une fois, deux fois et après ils vont craquer, ils vont se casser, vous allez perdre. Et ça m'est arrivé à beaucoup. En fait, c'est ce qui fait que j'ai envoyé par exemple 3 personnes en burn-out. Et j'en suis pas du tout fier. Je vous ferai sans doute une vidéo dédiée là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je change ma méthode. Ok, vous allez délivrer comme des malades. Vous avez le jour du lancement. Ce que je vous disais, les lancements à l'extérieur, c'est la meilleure façon de créer ce momentum avec la team. Petit tips, en termes de communication, le jour J, il y a plein de trucs qui vont pas aller. Et en fait, généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils se parlent tous. Et c'est une cata. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on dit on a 3 types de communication. Les sujets qui sont vraiment très très compliqués, critiques pour la boîte, c'est-à-dire, en fait, là, on est en train de passer pour des énormes débiles. On va se voir et on en parle à l'oral. Et ensuite, on fait un petit rapport. La deuxième chose, c'est les sujets qui sont critiques, mais pas le niveau du dessous, où on ne sait pas s'ils sont critiques. On les met dans le Slack en général. Donc ça fait assez peu de messages. Hein. Pour info, on a eu une communication qui était passée à l'oral aujourd'hui. Et je crois 5 choses dans le Slack en général. Et après, tout le reste, on se fait un doc Notion avec tous les retours pas importants. Des problèmes de responsive, des petits problèmes de synchronisation, etc. Et là, dans le doc Notion, on a peut-être une trentaine de retours. Avant, on faisait pas ça et en fait, tout le monde mettait les retours dans Slack où tout le monde se parlait. Et en fait, au lieu d'avoir un retour à l'oral, 5 retours à l'écrit et 30 dans un doc Notion, enfin dans Slack et 30 dans un doc Notion, bah en fait, tu avais 36 retours pas hiérarchisés et en fait, tu avais un truc hyper grave et tout le monde taguait tout le monde et c'était un enfer. Donc voilà, c'est un petit peu le conseil que je vous donne sur comment hiérarchiser l'info. Voilà, je vous ai mis le lien de ce qu'on a lancé aujourd'hui en commentaire. Je suis hyper chaud que vous me disiez est-ce que vous trouvez ça impressionnant? Est-ce que vous trouvez qu'en fait c'est pas si ouf que ça et que vous aurez pu le faire aussi dans votre boîte en 6 semaines? Ça m'intéresse. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao.